Coucou. Bienvenue dans cette vidéo, pas du vendredi, parce que nous n'avons pas reçu de nouveautés. Par contre, nous avons quelque chose de bien plus intéressant et assez traditionnel, c'est le récap de Vichy. Vichy, le festival pro des jeux. Il y a le festival public le week-end d'après, mais bon, nous on est pro, donc on va vous parler du festival pro, hein, voilà, qui se tient chaque année, et chaque année, quand on revient, on vous dit un peu notre sélection des trucs qui nous ont plu. Donc voilà, ça va être le cas de cette vidéo. Par contre, on précise encore et toujours que 90% des jeux dont on va vous parler, on n'y a pas joué. Oui. Voilà. Parce que nous n'avons pas le temps. Nous voyons un jeu toutes les 2 minutes, de 9h du matin à 19h. Voilà, avec une pause de 1 heure le midi quand on a de la chance. Oui. Donc voilà, là ça va être que des retours de... Ça nous intrigue, ça a l'air cool avec le pitch, etc. Sauf quelques exceptions que je vous dirai parce qu'on a pu les tester. En fait, on en reparle, on vous en a déjà parlé avant, mais voilà. Cela, c'est des exceptions, mais je vais vous en parler après. Donc voilà, comme d'habitude, nous sommes aussi totalement en freelance. Non, on n'est pas freelance. Moi aussi, j'ai freelance, mais c'est pas freelance. En full... Improvisation. En roue libre. En jet lag. Non, c'est pas ça. Voilà. J'en perds mon papier. On est peu organisé, mais j'ai quand même fait un petit pense-bête ici. On va parler déjà en premier justement d'un truc qu'on avait déjà vu à Cannes. Oui. Qui nous avait déjà interpellé. Je crois même qu'on l'avait vu à Vichy de l'année dernière, il me semble. Je suis pas... Oui, exact. Si, je suis sûre. Et normalement, ça y est, je crois qu'il sort là, prochainement. Donc on vous en parle cette fois. Octobre ou novembre. On vous en reparlera pas l'année prochaine normalement. Voilà. C'est Cicéron chez Ludistri. Yes. Voilà. Il nous avait déjà pas mal interpellé à l'époque. On l'a revu. On est genre ça a l'air trop bien en jeu expert. C'est plutôt expert, c'est initié expert parce qu'en fait il y a de la négoce. La vraie négoce. On fait des alliances si on n'a pas envie de les tenir, il n'y a pas de règle du jeu. Hein. C'est un jeu de placement d'ouvriers, de gestion de cartes, de ressources aussi un petit peu finalement. Bah, en gros on doit prendre l'ascendant sur les différents quartiers de Rome. Et on utilise en fait des politiciens pour y arriver. Des sénateurs, pardon. Ouais. Ce que je trouve cool, c'est déjà le fait qu'il y ait des objectifs communs. Comment on peut appeler ça, commun, mais dans lesquels chacun va devoir réaliser sa part de l'objectif. Donc je trouve ça cool parce qu'en fait on peut se dire ah bah là moi j'y suis pas, les autres vont le faire, moi je suis un peu à la ramasse, ça va être compliqué. On peut avoir l'ascendant, etc. Il y a un placement d'ouvriers qui fait penser un peu des mécaniques comme Race Force the Galaxy ou Terraforming Mars, la petite version de carte, je sais plus son nom exact, Expédition Ares. Où en fait quand on fait quelque chose, si j'envoie un ouvrier à tel emplacement, moi je fais quelque chose et les autres font un truc un peu similaire mais moins bien. Et je trouve que du coup ça donne une dynamique dans le jeu qui est sympa. Dans un jeu expert où souvent on attend notre tour parce que c'est long, là au moins tout le monde fait des trucs. Et en plus de ça, il y a un système de vote. La vraie politique, il y a la vraie politique. Il y a un gars, comment il s'appelle? Un secté, je sais pas. Alors il y a un nom spécifique effectivement pour celui qui veut avoir je sais plus quoi. Bon bref, le chef, un peu. Un truc comme ça. Je sais plus. Mais en gros, il va vraiment faire un discours. Il va dire bon allez les gars, vous allez voter pour moi parce que c'est lui qui va trancher les égalités après, donc ça lui laisse un gros pouvoir, mais c'est là où justement vous allez pouvoir dire allez, vote pour moi là, moi je t'aiderai sur un prochain truc. En fait c'est un système de cumul de voix, mais on peut s'allier avec d'autres pour prendre leur voix et dire à deux on le bat, moi je prends le jeton et t'inquiète plus tard, je viendrai me mettre là pour que tu puisses faire ci ou je te donnerai ça, etc. Et donc il y a ce côté un peu négoce, sympa. Bon, ça, en tout cas ça a l'air cool. Voilà, donc ça... Forcément, le genre de jeu où c'est marqué de 2 à 5, on vous déconseille d'y jouer à 2 parce que je pense que c'est pas très intéressant. Ouais, mais même notre commercial, parce qu'on adore notre commercial, coucou Benja, est très honnête et même lui nous a dit que 2... Oui, voilà, c'est vraiment le jeu de négoce, donc 3-5 ça paraît mieux que 2. Après, si vous trouvez votre compte à 2, bah tant mieux, mais négoce, donc plutôt 3 joueurs minimum. Voilà, donc ça c'était mention pas honorable, mais en gros que ça fait déjà 1 an qu'on vous en parle, donc il est là. Si vous avez remarqué, on vous fait des incrustes, parce qu'on a pas de photos. Exactement. Il y a même un jeu, je crois, où vraiment vous aurez pas de photos du tout. Après, n'hésitez pas aussi à regarder sur Instagram, il y a toutes les stories, parce qu'Alice a fait toutes les stories. Et après, elle les enregistre, donc vous avez le récap Vichy 2025 et Vichy 2. Parce qu'il y en a trop, ça rentre pas dans une playlist. Donc n'hésitez pas à les regarder, il y a des petits textes en plus. Voilà. Merci pour la pub. Donc, ça c'est fait, mon petit pense-bête. Maintenant,
D'autres trucs que là on peut vous en parler vraiment sans vous dire on est curieux parce qu'on les a vraiment testés. Oui. C'était des jeux de chez BlackRock, donc le distributeur chez qui on est allé en juin. Et on vous avait fait une vidéo spéciale BlackRock justement où on avait passé 2 jours à tester des jeux, vraiment à y jouer. Donc là on les a revus à Cannes. N'importe quoi, à Vichy. On a revu à Vichy, oui. Voilà, et donc du coup on va vous en parler puisque ça reste des gros coups de cœur. Mais que cela on peut vraiment vous dire, on y a joué, on a adoré. Voilà. Donc on a Insurrection. Insurrection qui va plaire à tous les fans comme moi de Fantasy Realms, entre autres. Jeu de combo de cartes en fait. Beaucoup d'opportunisme aussi. Hein. Alors oui et non, en fait ce qui est cool dans Insurrection, prenez un peu la mécanique de Fantasy Realms, si vous ne connaissez pas Fantasy Realms, jouez-y, mais en gros c'est une mécanique de gestion de main, j'ai 6 cartes en main, avec ces cartes là je vais essayer de les faire comboter avec leur type, leur logo, etc. Donc il faut essayer vraiment d'avoir la meilleure combo, mais surtout dans Insurrection en fait on a 2 clans on va dire qui se distinguent entre les méchants et les gentils en gros, et il peut y arriver dans le jeu que la partie prenne fin prématurément, on va dire, à cause de l'insurrection. En gros, les cartes du mal ont des petites icônes diaboliques sur elles. Et en fait, comme dans Fantasy Realms, quand vous prenez une carte, vous devez en éjecter une autre. Et en fait, en éjectant des cartes, en fait, il commence à y avoir des cartes sur la table. Et ces cartes qui donnent des jetons, enfin des icônes d'insurrection diabolique, mènent potentiellement fin à la partie quand il y aura 10 icônes ou plus du mal. Toute une gestion du timing. Exactement. Et en plus, quand on a des cartes de méchants en main, si le mal triomphe, c'est cool. Et c'est ça. Il faut s'adapter vachement à ce qui va dans le marché. Il y a des trucs, des mains qui combattent grâce à l'insurrection, comme il y a des cartes qui combattent pas. Donc il y a des fois où on ralentit l'insurrection, mais en même temps si je prends cette carte là pour la ralentir dans ma main, elle me sert à rien. Ah oui, donc il faut que je la balance plus tard. Mais je vais peut-être garder ça parce que ça combatte avec ça. Donc c'est plein de petits combos de cartes très sympas avec. C'est quand même opportuniste parce que le centre il change. Donc à un moment tu vas dire bon là le mal il est en déroute. Moi j'avais plein de mal. Bon je balance. Je vais aller du côté du bien. Il y a un côté où il faut réajuster sa main. Mais en fait contrairement à Fantasy Realms, tu réajustes pas ta main en fonction du tirage. Tu réajustes ta main en fonction aussi des choix des autres joueurs. Oui, bien sûr. Donc ça pousse un peu plus à. Ça guide un peu plus les joueurs, je trouve, cette histoire d'insurrection. Et ça, c'est vraiment très cool pour les joueurs qui aiment les jeux de combo de cartes. Il y avait Limite, que moi, j'ai pas testé, mais que toi, avec Jeff, vraiment, vous avez adoré. Alors, Limite, ça fait partie des 2 jeux, les 2 derniers jeux de chez Ludonote. Après, ils vont partir ailleurs, de ce que j'ai compris. Ah bon? Non, ils vont arrêter d'éditer, mais ils vont arrêter, mais ils se les mettent quand même entre parenthèses. Je sais plus, il y a une vidéo des Ludonote qui explique le concept. Allez-y, mais normalement c'est les derniers jeux. Limite c'est un des derniers jeux du coup des Ludonote. Expert, pur expert. C'est un jeu très expert, c'est un jeu qui sur la boîte peut vous tenter ou pas du tout. Le matos, c'est un peu moche quand même. On va pas se mentir, le matos honnêtement il fait vraiment vieux jeu. Moi quand j'ai vu ça j'étais en mode waouh, ça il y a d'avoir beaucoup de trucs. Et en fait ce jeu est incroyable. Mais vraiment, ils me font rêver à chaque fois avec Jeff quand ils me racontent leur jeu. C'est pas un jeu expert que j'entends, c'est une histoire. Le jeu vous fait vraiment revivre les jeux qu'on avait sur PC de simulation de pays en fait. Vous gérez un pays, on va avoir du coup des crises potentiellement auxquelles on devra faire face, mais surtout votre pays vous devez le gérer avec ses classes sociales, ses industries, ses productions, ses ressources, sa politique. Et tout ça vous le faites un petit peu avec des cartes. Donc au début on joue des cartes. On joue une carte qui va peut-être faire un peu de renforcement sur l'armée au cas où s'il y en a un qui sent chaud. Je vais peut-être plutôt me baser sur l'éducation parce que je pense que les classes sociales devraient progresser dans tel sens, etc. Et on a une aide de jeu qui est genre énorme. Ça, c'est un tableau Excel le truc. Hein. Ouais. Et ça déroule toutes les phases. Et en fait, on a un peu jeu d'emphase. On a une phase d'action, on joue nos trucs, et une phase un peu de conséquences où en fait on va dérouler toutes les phases. Et on va voir ce qui se passe. S'il y a des crises, etc. Déjà, quand on produit des choses, des fois on prend des ressources au centre, et s'il n'y en a plus, là il y a des crises. Une crise commune du coup, puisque tout le monde est en rate de... Exactement. Ça c'est réaliste. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Est-ce qu'il y a si les classes sociales augmentent? Quelle classe sociale? Qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce que je peux récupérer comme ressources, etc. Quand il y a des différences trop grandes de classe, ça fait des trucs aussi. Exactement. Et en fait, chacun fait un peu ses choix dans son coin, mais il peut y avoir un impact pour tous les autres joueurs en fonction des choix que vous faites. C'est vraiment... Le jeu parfait pour tous les gens qui aiment les jeux de simulation de pays, de gestion de ressources. Il y a vraiment une certaine logique et on se souvient, moi pour pas avoir fini ma partie, en fait j'étais vraiment frustré. On a fait 2 tours et quand on me dit on doit s'arrêter là parce qu'il y a autre chose à voir, j'étais mais
En fait, Ouais, j'avais Jeff pas envie, aussi, il quoi. en pouvait plus. Il J'avais voulait envie de grave continuer parce que là j'étais vraiment à un moment crucial où je m'étais dit ah ouais mais là les gars ils sont pas contents, le peuple il va passer en révolte, sauf si je commence à booster un peu l'armement et que je commence à foutre des CRS sur leur tronche, ils vont peut-être commencer C'était à le se calmer. pire pays que t'avais. Ah ouais, Alors moi, que Jeff j'étais- il était parti avec genre les bobos C'est végétariens ça. et tout, tous ils s'aiment, J'avais vraiment égalité des boosté classes. ouais, j'avais boosté moi les classes sociales très élevées, j'étais parti vraiment en mode on va donner de l'argent à ceux qui ont Oh déjà là de là, la l'argent. tyrannie, je te jure. Et ça fonctionnait en vrai, mais il y avait des répercussions. Et j'ai trouvé ce jeu mais incroyable. C'est juste qu'après, bah, il va tabler dans les, je pense, 50-60 euros, facile. Ah ouais, Peut-être même un peu plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de matos. Là, il se mouille hein, à donner des infos, hein, on n'en sait rien. Hein, Je sais pas, mais je pense que ce sera aux alentours des 50. Et puis ça reste du expert, donc ça a de plus en plus de niches de nos jours. C'est ça, c'est Et très il niche. est, désolé de le dire, il est moche. C'est clairement il est pas un chum. jeu sur lequel vous irez si jamais le jeu, par exemple, il est situé entre Sight, j'en sais rien, et les ruines perdues de Narak. Ouais. Vous allez vous dire, bah, je vais prendre l'un ou l'autre, mais certainement pas limite parce que la boîte et le matos, il y a une Ah là là, mais ce ouais. jeu est vraiment fou. Enfin, Ouais. c'est vraiment un jeu auquel j'ai envie de rejouer. Là, c'est vraiment limite. Ça, c'est notre pari de Noël. Oui, On est un peu plus frileux à l'idée de commander des jeux Oui. experts de nos jours parce que le marché de l'expert, en tout cas chez nous, c'est un peu baissé quoi. Mais celui-là, on s'est dit, allez pour Noël, lui on l'aime. Voilà. je vais remettre le truc. Je vois pas le temps en fait. Je regarde. Ah oui, parce que peut-être qu'on va arriver à la fin Non, c'est bon. du temps. Normalement, ça va. Et le dernier, lui, c'est un coup de cœur unanime Ah oui. de tout le monde qui est allé à la journée BlackRock et à Vichy. C'est exactement la même équipe d'ailleurs, hein, c'est Jeff, Oui. Antoine, toi et moi. Tout à fait. Amanite, toujours distribué par BlackRock, mais c'est un jeu de chez Spiral Edition. Oui. Qui s'appelle Amanite. La dernière fois, on vous avait mis des visuels prototypes. Là, on vous met le visuel quelque part de la couverture De la finale, boîte, ouais, qui est très qui jolie. est trop belle. Voilà, c'est un jeu. Il va être super dur à pitcher, mais. C'est un peu dur à pitcher, mais Mais dites-vous les bien sensations que de jeu sont ouf. thématiquement, on va choper des champignons. Certains On va se sont bons. balader dans les bois, là, là, là. Certains sont bons, certains sont mauvais. On vous conseille de prendre les bons. Par expérience, on peut crever dans le jeu. Il est mort. Il a même pas fait le scoring de fin, il est mort. Mais il y a vraiment ce côté collecte de champignons qui a du coup cette Risqué. mécanique de déduction de se dire ok, je sais que potentiellement ce champignon-là a l'air bon. Celui-ci peut-être pas. Et puis, Chacun en a plus de des ça, moitiés d'infos, c'est C'est ça. compétitif. Et en plus de ça, il va y avoir un chemin sur lequel, quand on va placer nos petits ouvriers, nos petits bonhommes, Nos on cueilleurs. va pouvoir justement faire ce qu'on appelle un split and choose, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir un lot de champignons, de créer deux groupes, et après l'un des joueurs qui est sur le même chemin va pouvoir se servir dans un groupe et l'autre récupérera ce qui reste. Donc il faut bien composer les groupes en fonction de ce que vous avez comme info. Mais les infos des fois que les autres ont sont pas forcément, enfin sont normalement les mêmes. Mais Hein? en fait, on n'a pas Ouais. toujours les mêmes. On n'a Ah, pas toujours absolument. les mêmes déductions, c'est ça que je veux dire. Ah oui. Moi, j'en déduis certaines choses. Je prends un exemple très simple. Jeff se goinfrait sur certains champignons. Et moi, je me Bon, suis on a tous cru, bah, ils doivent être bons, ils doivent savoir qu'ils qu'ils sont bons, info. Je me qu'ils dis, ramènent ça plein de points. ramène des points. En fait, pas du tout. Il savait pas ce qu'il faisait. Il savait pas ce qu'il faisait. Mais surtout, il avait la chance d'avoir un champignon j'allais dire vénéneux. Non, Je sais pas si antidote. c'est- Ben, il avait les deux en fait. Oui, Donc lui, il avait l'antidote sur un champignon, j'allais dire vénéneux. oui, c'est ça, c'est ça vénéneux. Parce que je confonds vénéneux et venimeux. Ça, c'est des serpents. Oui. Donc, il s'était guéri. Moi, par contre, bah, j'ai vu qu'il en prenait plein. Donc, je me dis, bah, il y a sûrement des points. Bah, en fait, pas du tout. J'ai fini avec tous les champignons empoisonnés. En fait, je me suis basé. Et il avait pas assez d'antidote. Exactement, parce que j'ai pas pris les bonnes infos et je m'étais dit, bon, bah, si Jeff en prend, c'est que moi. Il l'a effectivement, suivi. Pas du tout. Très mauvaise Il est mort. idée. Il est Faut mort. pas suivre ce que font forcément la stratégie des copains. Mais un peu comme limite, je trouve, on peut grave se raconter des histoires, en vrai. Mais c'est Alors pour que ça c'est un que- jeu de guessing, un peu bluff, déduction, split and choose et collection. en C'est fait. ça. Voilà, il y a un peu de Exactement. tout. Mais C'est- ouais, ouais, très très c'est- cool. C'est pas facile à pitcher, mais l'expérience de jeu comme limite, elle est vraiment, elle est vraiment folle. Ah, mais il est. cherche quelque chose. Mon stylo. Voilà, Amanite, c'est fait. Maintenant, on alterne entre ce que toi t'as grave kiffé et ce que moi j'ai grave kiffé. Bah, oui, ce qui nous a donné l'eau à la bouche. Ouais. Parce qu'il y a des choses pareilles, on nous l'a expliqué, mais on n'y a jamais. Là, on rentre vraiment dans la section parce que les deux premiers, c'était un peu. Cicéron, on l'avait déjà vu 2 fois avant Vichy, et les autres, on les a testés. Là, on rentre vraiment dans le. Ça a l'air sympa. Voilà, exactement. Ok.
Donc du coup, moi je commence avec Comic Strip, qui est chez Olibrius, qui ont fait entre autres Nouvelle Contrée, qui est un de mes énormes coups de cœur ludiques. Et ben ils ont réussi à faire une sorte de Nouvelle Contrée, moins tarabiscoté, parce que Nouvelle Contrée, même si je l'adore, il peut avoir des... Voilà, la première partie n'est pas facile. Et puis il était nommé dans la catégorie initiée, en vrai, à l'As d'Or l'année où il était sorti, c'est pas pour rien. Là, ils ont voulu faire un peu un truc original comme ça, mais plus accessible, plus ambiance. Et cette fois, contrairement à Nouvelle Contrée, vous vous baladez pas dans vos livres, vous vous baladez dans vos BD, comics, mangas ou tout autre recueil avec des illustrations. Roman graphique. Roman graphique, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Comics Strip. Et donc vous allez en fait pouvoir vous ouvrez votre petit livre d'images, comme d'hab vous allez jouer sur la page de droite comme c'était dans le Nouvelle Contrée, et vous allez avoir chacun une petite carte qui vous secrète, qui vous donne un emplacement sur la page, et donc vous regardez sur la page en cours et vous dites ok, ça correspond en fait à cette bulle là à peu près. Quand c'est entre deux bulles, vous choisissez, et vous avez chacun une petite ardoise et des petites formes géométriques, de silhouettes et un peu de tout, et chacun a un set différent. Et du coup, vous allez tous en même temps essayer de dessiner un peu la case que vous devez faire deviner aux autres. Il y a un plan qui nous indique dans quelle case on est, et on doit faire deviner. Voilà, et vous faites vos petits trucs, et après vous montrez à tout le monde, et tout le monde va essayer de trouver quelle case vous avez. Et ce qui est cool, c'est qu'après, on se passe les pièces qu'on n'a pas utilisées. Oui. Et donc du coup, si vous voulez faire plein de détails dans votre case, du coup, ce que vous n'avez pas utilisé, il reste genre 2 petites pièces, et c'est ce que vous passez à votre pote. Donc lui, il aura que dalle après pour faire deviner son propre truc. Ah oui, ok. Donc, du coup, je l'avais compris dans l'autre sens, mais c'est peut-être ça, oui. Il me semble que c'est ça, que justement, il faut utiliser les pièces avec parcimonie, parce que sinon, tu mets tes potes dans la mouise. D'accord, il me semblait que tu utilises beaucoup de pièces, et donc du coup, quand tu files au voisin... en fait, il y a effectivement, je sais plus dans quel sens c'est, t'as peut-être raison du coup, mais dans l'idée, c'est que ça va créer en fait effectivement un déséquilibrage dans les pièces. Il y a un moment où si on utilise trop ou pas assez, en fait, il y a un moment où du coup, il y a une personne qui a que 5 pièces, l'autre qui en a 12, et donc il faut aussi gérer ça. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment une très bonne mécanique. C'est très très cool, et après, un peu comme dans Nouvelle Contrée, il y a des trucs de contraintes, vous devez faire qu'avec des formes carrées, enfin j'en sais rien, des choses comme ça. Donc vraiment, j'ai grave kiffé. En plus, comme on a une bibliothèque énorme de BD, comics, mangas et romans graphiques, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Ok, Comic Strip, ça c'est fait. À toi, Edora. Les druides. Oui. Druid of Edoras, ouais, effectivement. Donc c'est chez Ravensburger. Aléa? Non, je sais plus. Ravensburger. Oui, c'est Aléa, tu as raison. Aléa, hein. Mais c'est distribué par Ravensburger. Et c'est le prochain de Stefan Feld. Donc, gros truc, avec des trucs partout. Pour le coup, Stefan Feld qui a fait entre autres le Diamant d'Or de je sais plus quelle année, qui est Marrakech. Et qui a fait aussi le très connu Château de Bourgogne. Oui. Il a fait plein d'autres jeux qui sont très très cool. Là, sur Druid of Edoras, je vais pas trop le pitcher parce que c'est... C'est de l'expert, si vous n'avez pas deviné. C'est du gros expert, c'est du bon gros Stefan Feld. Ouais. Évidemment, on a des dés. Plein. On les utilise entre autres pour se déplacer dans des espèces de forêts druidiques. Celte, quoi. Voilà, exactement. Et en fait, ces dés-là ont une valeur. Plus elle est haute, plus ça va coûter cher de se déplacer. Tout dépend de la valeur du dé. Par contre, ça sert également pour les majorités, et il y aura un système de majorité. Il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait on peut essayer aussi récupérer des espèces de petites fleurs, et chaque fleur, on voit il y a un tableau qui a été construit aléatoirement, donne des combos en fait. Et donc quand j'ai telle fleur, paf, je peux faire tel combo, et on essaie de choper des paires de fleurs qui sont drivées par mon plateau qui est asymétrique. Ça part dans tous les sens, il y a des dolmens à construire. Ça a l'air incroyable, il y a plein de trucs. J'ai une vidéo de lui devant, il est comme ça. C'était très dur de tout comprendre dans le jeu, mais franchement, ça a l'air comme tout Stefan Feld, en fait, on explique. On a l'impression qu'il y a 5-6 mini-jeux imbriqués, et en fait, quand on joue, on se dit « Ah, mais en fait, je pose juste un dé et c'est bon. » Oui, mais tu poses un dé, tu fais ça, tu fais ci, comme t'as ci, tu fais ce combo-là, puis après tu fais ci, donc comme il y a ça, tu gagnes ça. Enfin, ça a l'air assez fou, ouais. Je m'étends pas plus parce qu'il y a trop de choses à dire dessus. Et même toi, t'es pas trop sûr. Ouais, non, j'ai juste beaucoup envie d'y jouer parce que c'est un Feld et parce que ça a l'air dingue. Moi, j'enchaîne avec Post Office. Ça fait partie des rares, qu'on a pu tester. Ouais. Et parce que littéralement, la partie, on nous a dit, elle est super rapide, c'est 10 minutes la partie. C'est vrai. C'était 10 minutes. C'est 5 minutes par joueur, je pense. Ah ouais, et c'était 10 minutes. Et en plus, on y a joué, on s'est posé dessus après avoir juste eu un pitch de 1 minute.
savez, les petits pitchs justement comme ce qu'on vous fait là. On a retracé les règles. Et en fait, on a rechecké les règles et même en ajoutant ça, ça a duré 10 minutes. C'est hyper good vibes. Déjà, c'est trop mignon. Moi, j'étais genre, oh, on peut y jouer parce que c'est mignon. Voilà, c'est très mignon. Vous pouvez jouer un assistant poste corgi. Voilà, il y a un chat, il y a un pigeon et je crois que c'est un hamster. Et en gros, en gros, vous êtes un postier et vous avez un assistant poste trop mignon qui va vous aider en gros à organiser votre réserve de poste, de bureau de poste. Et il faut l'organiser au mieux. C'est un petit jeu de placement et d'optimisation de sa petite grille. Donc chacun a sa petite feuille comme ça. Et vous allez vous tirez chacun 2 tuiles de colis avec des couleurs différentes, des symboles dessus, etc. Et vous allez le mettre dans votre grille, mais toujours en face de là où est votre assistant. Et comme il avance à chaque tour. Et il avance à chaque tour, colonne ou ligne, et vous le mettez où vous voulez. Non, ça doit être toujours adjacent, hein, qui a déjà été posé dans la ligne / colonne. Effectivement. Et après, vous pouvez, si vous voulez, prendre un de vos scotch qui sont en forme plutôt de Tetris pour les mettre sur des colis pour faire des petits points, des combos entre les signes et machin. Il y a plein de petites choses à faire, mais pas tant que ça non plus. Non, parce qu'à la fin, le calcul de points est très simple. Un multiplicateur de telle icône avec telle icône. Et voilà. Mais ça se joue hyper vite, c'est très good vibes. En vrai, c'est du solo. Oui. J'ai eu 0 interaction avec toi. Oui, c'est vrai, on n'a aucune interaction entre nous. Aucune, même pas la prise de tuiles, parce qu'en fait c'est au pif, c'est dans la grosse pile de tuiles face cachée, on prend 2 au pif. Oui, la seule interaction, c'est comme tout roll and write, c'est qu'en fait il y a des objectifs. Roll and write. Oui. Tout roll and write. Non, mais je dis comme tout roll and write, comme dans les. Comme dans les roll and write, parce que là c'est pas un roll and write. Non, c'en est pas un, mais comme dans beaucoup de roll and write, il y a cette mécanique, c'est des objectifs qui sont communs. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait des objectifs communs. J'essayais tellement de faire les miens, les objectifs communs, c'était chaud. Hein. Ouais, mais ça fait une espèce de jeu dans le jeu, quoi. Mais du coup, c'est assez good vibes et il n'y a pas besoin d'interaction en fait dans ce genre de jeu, à part celle-ci. C'est vraiment juste cosy et cocooning et voilà, et trop mignon. Je l'ai éclaté. C'était combien? 71 à 48, je crois. On va pas s'attarder sur des choses futiles, ils n'ont pas besoin de ça. Je l'éclataxe. Ok, ça c'était chez Ori Games, pardon, j'ai oublié de le dire. Ori Games. Je le dis de tête parce que je ne l'ai pas noté sur ma feuille. J'espère que je ne ferai pas d'erreur, mais normalement c'est bon. DJ 7 dans le studio de Haut les Mains, distribué par BlackRock. Ça c'est très cool parce que c'est pareil, ce côté un peu, je trouve, comme un peu Cracklis, tu te dis mais pourquoi on n'y a pas pensé? C'est quand même simple, Cracklis, le Uno qui rencontre les lettres. Là c'est vraiment le côté où souvent dans la vie de tous les jours vous entendez une musique et vous dites ah ouais c'est dans tel film. Oui mais en fait cette musique là elle était dans tel film mais c'est un titre. Par exemple c'est je sais pas Sympathy for the Devil des Rolling Stones et on va dire ah ça je connais c'est Suicide Squad. Non. Ou ah je connais c'est dans Shrek. Voilà. Oui mais c'est I'm a Believer. Bah non c'est ça. Non c'est Shrek. C'est pas le groupe etc. Comme tous les gens qui font ah oui la musique là c'est Deadpool. Là. Non c'est pas Deadpool. C'est Sync machin là. Un truc comme ça voilà. Donc, et ça en fait DJ 7 c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une carte de thématique. On est tombé sur quoi une créature. Ouais créature. Et en fait on va avoir. Il y a juste un QR code. Un QR code qui n'envoie pas sur zéro appli. Ou sur Deezer, il n'y a pas d'appli. Juste téléphone, photo, ça envoie sur un lien qui va dérouler les musiques. Et quand on lance la musique, on doit trouver le nom d'une créature qui est en lien avec la musique. Genre on a eu le générique de Game of Thrones, du coup j'ai dit dragon. Voilà, et c'était dragon par exemple. On a eu zombie de Cranberries, donc du coup zombie forcément. Typiquement on peut avoir le générique on peut avoir la musique des Dents de la Mer et là on dirait requin par exemple. Oui, au lieu de dire John Williams par exemple, parce qu'en fait on va pas nommer la composition ni le compositeur et je trouve ça hyper brillant. Et en fait ça s'enchaîne parce que vous scannez pour créature et vous écoutez le premier, puis après vous passez, vous défilez sur le côté, ça en fait une nouvelle. On n'est pas allé jusqu'au bout, je sais pas combien il y a de musique par carte. Ah oui non, par contre aucune idée. On a fait que les 4 premières ou 5 premières. Mais la prise en main est immédiate. Ah ouais. On comprend le jeu, ne serait-ce que par le fait de cette thématique. À nous, notre commercial, il a dit Alice, sors ton téléphone, hop, mets play. Et voilà. Et moi, j'aime ça parce qu'en fait, c'est vraiment un travail que. Enfin, c'est un travail que je fais, entre guillemets, quand il y a une musique, j'essaie d'avoir toujours la composition, le nom de la musique. Ouais. Et en fait, alors que moi, je te fais rager parce que je suis genre, ah, c'est Shrek. Ouais, tu vois, mais c'est pas Shrek, c'est machin. Et du coup, ouais, du coup, la dernière fois, oui, c'était le truc des princesses dans Shrek. Et tu m'as dit, c'était quoi? Oui, par exemple, ça c'est aussi dans Thor. On parlait de ça. Oui, dans Thor 3 et aussi. Mais moi, je l'ai Shrek 3. Le groupe, c'était pas Paramore. Bref. Non, c'est pas Paramore. C'est pas Paramore. Non. Je sais pas c'est quoi comme groupe. Et dites-le dans les commentaires là. Du coup, Thor et quand les Thor 3 et Shrek 3 quand les princesses font l'attaque du château et qu'il y a Blanche-Neige qui appelle tous ces oiseaux là. Elle fait voilà. C'est génial. Ah non, c'est pas. Chut, laisse-les faire dans le commentaire. Chut.
Elle est en train de lancer un sort. Voilà. Donc ça, c'était DJ7. DJ7 qui, je trouve, va un peu dans la gamme des hipsters, dans ce truc de ces nouveaux jeux de musique où maintenant ça vous demande pas trop d'être le pro de la musique pour y jouer. C'est ça. Au final. Complètement. Voilà. À moi, la Bohème chez Yellow. Alors. Ah non, la Bohème, c'est Aznavour. Dites-moi en commentaire si c'était drôle. Moi, je dis que non. La Bohème chez Yellow, c'est un jeu. C'est pas du expert en vrai, je pense que c'est de l'initié. Par contre, il y a marqué 16+ dessus, parce que le thème peut être assez hardcore. Alors vous allez vous dire, là on met l'incruste normalement, avec le dessin, vous allez dire, ouais, c'est trop beau, c'est romantique et tout. Et en gros, vous allez incarner des artistes bohèmes, avec tout ce que ça implique de bien et de pas bien, parce que c'est une relation, enfin c'est une situation. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Ça dépend des rencontres, moi je dis. Ça m'a fait penser un peu à Let's Go to Japan, dans le sens où on a des cartes en main et on va programmer notre journée sur matin, après-midi et soir. En gros, je crois qu'il y a 4 moments de la journée. Ok. Et on les programme et on va les mettre sur notre petit plateau. Et quand on arrive quand on les met côte à côte et que ça fait deux moitiés de dessins qui se collent et qui font un dessin complet. Une connexion du coup. Merci, voilà, c'était plus simple à dire en un mot. Quand il y a 2 bidules qui font ça, oui, une connexion du coup. Merci. Ça vous fait des pouvoirs. Alors j'ai pas tout compris, hein, les gars. Moi j'étais oh, c'est beau, vous savez mon cerveau. Hein, mais voilà, ça fait des petits trucs comme ça. Donc ça me fait penser à Let's Go to Japan parce que vous programmez, mais en beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas à gérer je dois faire ce voyage-là, il me faut un billet de train, etc. Par contre, vous avez aussi une tuile de métier. Donc dans les trucs, dans les actions, vous avez aller voir votre muse, vous balader au parc, tout ce que fait un artiste bohème, trouver l'inspiration, tout ça, faire des rencontres. Mais vous avez votre tuile de métier, genre je sais pas, jouer de la guitare dans le parc, voilà, parce qu'il faut bien vivre. Et donc ça, il faut le mettre dans votre journée, mais ça vous prend un endroit que vous ne pouvez pas faire une action qui vous donne des points. Mais si vous le faites pas, c'est cool, hein, vous le faites pas, vous faites plus d'activités. Par contre, vous allez prendre des cartes qui vont pourrir un peu votre deck, parce qu'une sorte de deck building un peu, des cartes d'état. Et en gros, il y a des états un peu pas ouf. C'est là où est le thème de 16+. Vous avez genre... et vraiment, les images sont magnifiques. Genre vraiment, elles suggèrent, mais elles sont vraiment très claires. Genre dépendance dans l'opium, sans-abri, dépression, trucs comme ça quoi. Chose un peu dure. Ouais, des thèmes durs. Donc quand vous voyez les images, c'est genre tout en aquarelle et tout pour faire époque. Mais voilà, ça peut être difficile la vie de bohème quand même. Donc voilà, ça m'a fait rêver. Le thème me fait rêver de ouf et je suis très curieuse. On reprend, c'est au tour de Alex. Il y a Fate Flip, c'est pas vraiment une nouveauté, mais un peu. C'est le second opus de ce jeu solo, mais avec la vie du roi, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Le premier Fate Flip, c'est sur un naufragé, donc vous arrivez sur classique, hein, Robinson, tout ça quoi. Oui, voilà, il y a vraiment un côté Robinson, effectivement. Et là, maintenant, le deuxième volet qui arrive avec la vie du roi en fait, où vous allez avoir différents chapitres avec 3 chapitres je crois. Votre jeunesse, on va dire l'adolescence prince et après la vieillesse en fait, hein, adulte, la vie adulte et vieux. Ouais. Lui tu peux en parler parce que tu as testé la démo. Complètement, mais en fait, c'est parce qu'en fait, je vais expliquer un peu le concept de Fate Flip, mais en gros, Fate Flip, c'est vraiment un petit paquet de cartes, il y a genre 80 cartes en tout, et les cartes vont se placer un peu à la manière d'un Palm Island. Noir, Palm Island. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que les cartes vont se résoudre en fonction de votre choix. Vous allez faire un choix et ça vous indiquer votre choix, si la carte va être complètement écartée, ou va se retourner comme ça, ou se retourner comme ça. Voire même des fois se retourner, mais se résoudre immédiatement. Et en fait, vos choix vont impacter en général 3 ressources. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait du savoir, il y avait de la noblesse et il y avait un peu le bien-être, en fait. Ouais, ce qui fait un bon roi, quoi. Ce qui fait un bon roi, et en fait, il y a un bon système ici avec le savoir, c'est qu'en fait, quand on monte en savoir, au bout d'un moment, quand on arrive à 5, on gagne une carte de savoir, qu'on reviendra plus tard, et on redescend à 1. Donc en fait, le savoir, c'est un truc qui se cumule. Ce qui est cool. Logique. Assez logique. La noblesse, c'est souvent des trucs que vous... Bon, c'est important parce que quand vous montez en noblesse, je suppose que c'est important, il y a des impacts plus tard. Parce qu'il a fait que le premier chapitre, c'est ça? J'ai fait que le premier chapitre. Dans la démo. J'ai fait les pires décisions possibles, donc toujours très très vite. Mais la noblesse peut avoir un impact justement quand votre père, le roi, vous demande de faire tel truc. Il y a des moments où vous dites, bon, franchement, je m'en fiche, j'ai pas envie de faire ça. Je suis un ado rebelle. Voilà, donc là, souvent, la noblesse tombe, mais le bien-être augmente. Et donc, du coup, si vous faites trop des choses de roi,
il y a un moment, le bien-être, vous regardez les gens s'amuser par la fenêtre et vous êtes un peu triste, quoi. En dépression, quoi. Voilà. Ouais. Et quand on vous dit il y a le portrait à faire, ça fait 15 fois que vous voyez votre carte qui vous dit oui, mais le portrait, ça prend du temps, et ça fait 15 heures que vous êtes en train d'attendre comme ça pour qu'on fasse votre portrait. Votre bien-être, il descend de ouf, donc il y a un moment, vous... Ouais, mais si en même temps tu fais le pourri gâté, que t'es jamais là et que tu prends pas tes responsabilités. Et c'est ça, en fait. C'est tous les petits dilemmes qu'on a en tant que roi. Ok, cool. Et de ce que j'avais compris, de tes choix de quand t'es jeune, ça impacte quel roi tu seras plus tard. Tout à fait. Mais là, comme j'ai joué moi au démo, j'ai pas trop vu ça, et comme j'ai fait de très mauvais choix. Oui, en vrai, ça va, j'ai quand même essayé de gérer le bien-être. J'ai fait beaucoup dans le savoir, donc j'ai vraiment cumulé pas mal de cartes, mais c'est pas suffisant. Il y a notamment un truc qui m'a vraiment intrigué, c'est que je suis allé grâce au savoir, je suis allé dans une bibliothèque. Il y avait un bouquin que j'étais censé pas lire. Donc il y a une espèce de bibliothécaire qui est venu et qui m'a proposé autre chose. Mais j'avais le choix, donc j'étais obligé de le prendre parce qu'en fait je perdais trop de couronnement, quoi. Donc j'ai pas suivi cette espèce de livre un peu occulte. Du coup la carte est partie complètement. Mais tu le repasses. Voilà. Et du coup j'ai trouvé ça super cool. Je me suis dit, j'ai trop envie de retenter et de partir dans l'occulte. Dans la voiture du retour de Vichy. Ouais, il était avec c'est très cool. Cartes, les choix comme ça, on vous dit cette carte là disparaît à tout jamais. Ah mince. Non. Je le referai plus tard. Ok, c'est à moi. Wardenkin, on reste dans les jeux un peu narratifs, c'est chez Bombix. On nous l'avait un peu teasé, un petit déj trop cool à Cannes avec Bombix, mais c'était encore très secret. Là ça y est, il y a les premiers visuels, il y avait même une petite enquête avec le petit livret. Bon, le matos, il manquait des petits trucs encore, donc c'était un peu prototypal, mais ça tenait la route. Ah oui, tu parles de Wardenkin, pardon. Oui. Ok. Oui, t'as vu, je fais pas dans l'ordre. Non, mais c'est fou, hein. Voilà. Non, c'est moi qui suis mon petit papier. Wardenkin. Wardenkin, du coup, c'est un jeu d'enquête, observation. Très narratif. Très narratif. Vous avez un petit livret, vous n'avez pas besoin de lire les règles. Il y a juste le livret. Et c'est très bien écrit, vous allez lire un peu l'histoire du gardien du cimetière. C'est ça. Voilà. Je vais lire le croque-mitaine. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, le gardien du cimetière. Un fossoyeur. Un fossoyeur. Oh. Tout à fait. Très belle chanson de Georges Brassens, si jamais vous très bien écoutez des bonnes chansons. Donc du coup, voilà, il va vous dire, y a des mystères dans le cimetière, et je vais vous laisser faire ça. Et il vous explique, style narratif, les règles et comment ça va se dérouler. Et hop, après 2 pages de narratif, vous commencez la première enquête et vous avez un grand plateau devant vous, avec les différentes tombes, avec les noms, les dates, des détails, des plantes, des gravures, des petites sous-notes. Il y a plein de choses en fait à regarder partout. Et donc, première enquête, voilà, vous deviez... il y a 2 amoureux qui sont enterrés, c'est ça. voilà, et il y a la meuf qui est morte, mais on suspecte que c'est un meurtre. Et il faut savoir qui. Exactement. Voilà. Et donc du coup, voilà, on observe les dates. J'allais dire un truc sur cette enquête, mais je pense que ça spoil un peu. Ouais, voilà. J'ai juste dit ça. Hein. Moi aussi, je l'ai fini, j'ai trouvé. Et donc du coup, quand vous pensez trouver, hop, vous retournez la page et on va avoir un petit... un texte à dérouler en fait. Oui, non, mais normalement dans le matos il y aura, je sais plus ce qu'on, en forme de pierre de lune ou je sais plus quoi, un truc comme ça, d'horoscope lunaire ou je sais plus, calendrier lunaire. Et donc du coup ça vous permet de pas vous spoiler. Vous répondez à la première question et vous dites là en fait je suis pas sûre d'avoir la réponse à ça. Hop, je veux pas voir la suite, je reviens et je vais étudier le truc. Ça c'est bien fait. Donc voilà, c'est vraiment vous pouvez le dérouler au fur et à mesure. Donc voilà, je trouvais l'univers très original, la mécanique très cool. C'est un assemblage de plein de choses en fait, un peu à la Unlock, tout ça. Exactement, ça va plaire si vous avez beaucoup aimé Unlock ou même Behind. Il y a vraiment une dynamique un peu comme ça, vraiment très chouette. Les déductions sont pas toutes évidentes et je trouve que pour avoir fait les deux premières. Ah ouais, t'as fait tout ça. Oh la chance. C'était au flip. Ah ouais, moi j'ai pas eu le temps. Déjà, grand luxe, j'ai pu faire une enquête. Les 2 premières, donc t'as fait le secret d'Alice. J'ai fait le secret d'Alice. Parce que justement Yann de Bombix il m'a dit tu fais pas la 2e enquête là, le secret d'Alice. Genre non, je fais pas, j'ai pas le temps. Il est très bien d'ailleurs, mais c'est vrai que du coup l'avantage pour avoir fait les 2 déjà, c'est que je trouvais que la différence de réflexion, elle est bien faite parce que la 2e est plus complexe que la première, mais pas tant que ça. Et vraiment il y a ce côté c'est vraiment gradatif. Pour en avoir fait 2 ou 3 je crois. J'ai lu peut-être le prémisse du 3 et franchement c'était déjà très bien fait. Ok, voilà. Il y a
Toi, tu avais Koi. Oui. Ça t'avait vraiment intéressé ou c'était le... Oui. Parce que moi, ça m'a intéressé parce que c'était beau. En fait, J'ai pas trop écouté. Je crois que j'ai fait l'association dans ma tête. Je crois que le jeu déjà n'est pas cher pour le matos de qualité que c'est. Ah ouais, le matos par contre il est ouf. Il y a des grosses tuiles et je trouvais le charme du jeu en faire un bassin japonais et des cartes Koi dedans. Des petites lanternes, des ponts, des machins. Et en fait, plus il allait loin dans le jeu, plus j'étais en mode... parce qu'au début, je vois un beau jeu, je me dis bon, ça c'est un beau jeu. Puis après, il explique les règles, je me dis ok, ça a l'air pas mal. Puis après, il rajoute un truc, je me dis ah oui, hop, et à chaque fois, je dis mais en fait, c'est super bien. Il est complet, il a l'air complet. Il y a plein de choses à faire. J'avoue, j'ai pas trop écouté. Il y a plein de petits points à faire et vraiment, quand il y a du beau matos qu'on peut manipuler et qu'on a envie de manipuler, moi je trouve ça bien. Parce que souvent, il y a des jeux, des fois, on met du matos, on met de la figue, mais en fait, les figues, elles sont dans la boîte et on les sort qu'une fois. Et une fois que c'est dégommé, bah, ça repart. Je dis, j'ai une grosse figurine comme ça, j'aimerais bien qu'elle reste. Et là, je trouvais ça cool. C'est un jeu où les tuiles sont de qualité et qu'on manipule les petites lanternes, les petits bassins. Et c'est quoi, c'est une sorte de casse-tête agencement, tout ça ouais, de mémoire, il y avait. J'ai pas tout retenu parce que. Alors, je peux absolument pas t'aider. C'était un moment où j'ai eu une absence. J'étais en train d'écrire une story d'un jeu qu'on venait de voir avant, donc j'écoutais très vaguement. Moi, je voulais juste m'attarder sur le fait que de mémoire, j'ai associé un prix assez bas pour la qualité du matos et pour une thématique que je trouve. La mécanique déroulait bien la thématique. Il me semblait qu'il y avait des objectifs à remplir en mettant des tuiles autour du bassin central, etc. C'est de l'agencement de tuiles hein, avec objectif et optimisation. Voilà. Rappel, hein, c'est vraiment des choses qui nous ont titillé. Alors celui-là vraiment, il t'a très titillé de loin parce que lui vraiment tu peux quasi rien en dire et moi non plus d'ailleurs. Hein. Mais je trouvais, je sais pas, ça m'avait tenté. J'avais envie de m'asseoir en fait. Voilà, c'est vraiment la catégorie j'ai envie de m'asseoir et de jouer. Je te laisse encore faire parce que t'en as plus que moi. Doxa. Oui. Doxa, oui effectivement, j'aurais pu faire celui-là aussi qui était aussi chez Ravens. Oui. Mais c'est pas grave. On va parler de Doxa, pareil Doxa. C'était chez. Je sais que c'est distribué par Néoludis, mais je n'ai plus l'éditeur. Ouais, j'avoue. Si, Nostromo. Ah, c'est Nostromo. Oui, Nostromo, parce que c'est une personne de chez Nostromo qui nous avait expliqué justement que Doxa voulait dire gloire. Gloire. Selon 3 significations. L'une des significations de Doxa, c'était gloire. Et donc, c'est un jeu, visiblement, où on a son petit plateau devant soi, une édition pareille qui avait l'air très propre, une thématique très Rome antique. Ouais. On a l'air de gérer une cité, construire des bâtiments. Pourquoi ça t'a intrigué? C'était aussi le rapport qualité-prix ou... Non, la boîte, le design, le jeu était vraiment très beau. Et c'était un affrontement où en fait on allait avancer ou reculer sur une piste de l'adversaire. Et en fait il y avait un système de pistes qui là, je ne saurais plus comment l'expliquer. Mais visuellement en fait il permettait tout de suite de savoir l'avancée qu'avait l'adversaire sur sa propre construction. Je trouvais déjà qu'il y avait un espèce de fil conducteur sur la progression de l'adversaire. Et ça m'avait... Je m'étais dit ok, il y a une sorte de tir à la corde, il y a l'air d'avoir une vibe cool de jeu à deux avec une superbe édition. Donc pareil, j'avais envie de m'asseoir et jouer, je n'ai pas pu, donc du coup c'est juste un flash comme ça que j'ai. Je trouve que Doxa avait une thématique, des illustrations, un matos qui donnait envie d'y jouer, quoi. Moi j'ai A Wild Venture, alors j'avoue, j'ai passé tout le festival à aller voir la table, à essayer de trouver quelqu'un pour me l'expliquer parce qu'il est trop beau, trop mignon. Il n'y avait jamais personne de dispo. Je suis revenue 14 000 fois. À un moment, j'ai chopé un gars. Donc c'est chez Lucky Duck distribué par Néoludis. J'ai chopé un gars, je lui ai dit est-ce que tu peux me le pitcher? Et il m'a dit je peux te le pitcher vite fait, c'est pas celui que je maîtrise le plus. J'étais bon, mieux vaut ça que rien du tout. Hein. Et effectivement, j'ai jamais eu d'autres occasions donc tant mieux. Donc je peux vous le pitcher de très loin, c'est un duel. Trop mignon, de défabrication de grilles. En fait, vous allez jouer je crois que c'est des cartes dans votre grille, et en fait, quand vous les jouez, elles vont avoir des combos qui vont faire qu'elles se défaussent pour vous faire des points, gagner des ressources pour acheter des nouvelles cartes. Et en gros, votre but, c'est de réussir, il me semble, hein, peut-être que je dis des grosses bêtises, mais c'est normalement de vous débarrasser de votre deck. En gros, d'être parti à l'aventure. D'accord, c'est vrai, d'accord. Donc c'est vraiment un deck building. Mais des deck building. T'achètes des nouvelles cartes avec des ressources. Pour qu'ils te permettent de virer... Pour réussir à optimiser encore plus pour qu'elles partent. D'accord. Okay. De ce que j'ai compris, c'était ça. Mais moi, je suis là. Ça a l'air très joli, ça, je vais voir. C'est vrai que c'était joli. Voilà. Donc bon, je n'ai pas plus d'informations que ça, navré. Pareil, c'était genre, ça a l'air bien. Je te laisse faire Propolis chez Ravens. Propolis, c'est peut-être un jeu que vous avez vu passer parce que les illustrations sont de Maxime Morin, ça se voit direct, c'est super beau. C'est un petit jeu de cartes qui peut vous faire penser, je sais pas pourquoi, Salade 2 points, mais
Moi personnellement non. C'est un jeu qui m'a fait pas penser justement à grand chose. C'est un jeu de placement d'ouvriers, on pose des abeilles sur un plan de jeu qui est en fait constitué de cartes. Placer les abeilles sur ces cartes-là permettent dans un premier temps de récupérer des ressources qui vous permettent de construire des bâtiments. Et en plus de ça, il y a un système de majorité, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez poser des abeilles, il y a 2 emplacements par carte de mémoire, et il y a genre 3 ou 4 cartes dans une ligne. Quand une ligne est complétée par tous les joueurs, à la fin de cette manche-là, on regarde dans cette ligne-là qui est majoritaire. Une abeille de base, quand on les pose, elles sont debout. Et vous avez une action qui permet de renforcer, c'est-à-dire de réactiver l'abeille, donc de récupérer de nouveau la ressource. Et vous la couchez. C'est-à-dire que l'abeille, elle est renforcée. C'est important parce que dans les majorités, les abeilles renforcées rapportent 2 points. Elles valent pour 2. Et donc en fait, on déroule. Et donc en fait, cette majorité-là permet de gagner X trucs. Pareil, j'y ai pas joué, donc je me souviens plus exactement. Mais ça a un impact dans le jeu parce qu'après, il y a des cartes qui vont partir, d'autres qui vont revenir. Et donc ça change le plateau. Je trouve la dynamique très cool parce que il y a très peu de jeux qui font ça, et j'adore ce genre de jeu, c'est que le tempo de quand on va marquer des points, quand il va se passer ci, quand il va se passer ça, c'est les joueurs qui décident. Donc si on joue à droite, à gauche, pas du tout sur les mêmes lignes, il n'y aura jamais de majorité à faire. Mais au bout d'un moment, le jeu tend à ce que ça arrive, mais ça peut arriver très tôt comme ça peut arriver très tard. Et j'adore ce genre de jeu parce que ça crée de l'interaction, tant sur les zones où les joueurs se placent, mais aussi sur les majorités. Il y avait des bâtiments spécifiques qu'on pouvait acheter, l'idée c'est de comboter vos bâtiments avec les ressources que vous collectez, enfin... Voilà, jeu de combo, je trouve, mais avec du placement d'ouvriers que je trouve assez malin. Ce qui est, en général, dans le descriptif, placement d'ouvriers, gestion de ressources, combo de cartes, on a déjà vu ça plein de fois. Mais là, je trouvais qu'il y avait une approche un peu différente. Ok. Mon petit papier est à jour. Oui. Maintenant, ça va être le... le visuel mystère de ce jeu qu'on n'avait pas le droit de prendre en photo, parce qu'effectivement, il était extrêmement prototypal. Du coup, là, j'ai pas d'image. Non, vous n'avez pas d'image. Du coup, imaginez ça dans votre tête. Ça s'appelle Cozy Stickerville. Ok? Des stickers. Il y en a 800. Yes. 800 stickers. C'est pas un jour où on va coller des stickers. Non! Ça fait un peu Animal Crossing. En fait, c'est tout mignon. Même si c'était prototypal, donc j'imagine que quand ce sera fini, ce sera encore plus mignon. Et c'est un jeu qui n'a pas de but. Non. Genre, il n'y a pas de gagnant. Votre but, c'est juste de vivre une histoire dans votre petit village que vous allez créer ensemble, solo ou ensemble, c'est du coop. Et en fait, il y a juste des choix. Vous allez rencontrer des petits villageois, vous allez avoir des petits mystères à résoudre, des relations à faire, et coller des petits stickers comme ça. Et à la fin, ben voilà, vous avez votre ville et il s'est passé une aventure et voilà, c'est un jeu narratif. En fait, ça, on nous expliquait un peu à travers des choix narratifs. Telle décision nous permettrait de mettre tel bâtiment ou pas, justement. Ouais, voilà, c'est vraiment c'est évolutif, c'est narratif. On nous expliquait que par exemple, vous pouvez commencer à faire des cultures, par exemple de faire des choux, mais comme on a fait des choux, bah après il y a des lapins qui vont arriver. Donc est-ce que les lapins, après, on va peut-être embaucher quelqu'un pour le capturer, ou au contraire, on va le laisser, mais il va bouffer nos choux, donc qu'est-ce qu'on va faire après son chou? Ouais. Mais c'est vraiment, apparemment, il n'y a vraiment pas de but, quoi. Enfin, il n'y a pas de gagnant-perdant, c'est juste vous vivez votre truc. Et en fait, les décisions, on verra qu'elles ont un impact positif et ou négatif durant la partie. Ouais, j'ai très chill. Alors celui-là, il sort, je le prends direct. Déjà, j'adore coller des stickers, c'est ma vie. Quand il y a des trucs à coller, à chaque fois, j'arrache le stickers des mains de mes collègues parce que je veux les coller. Voilà, dans les Legacy, je suis imbuvable. Vous ne collez pas vos stickers, c'est moi qui le fais. Bon voilà, j'ai très hâte qu'ils sortent. Tu avais Roadmaster, j'avoue, mention honorable de ma part aussi parce que vroom vroom les camions. Voilà. Roadmaster, c'est vraiment le pick in delivery par excellence. Il y a de la programmation, vous programmez des actions, vous avez un plateau qui représente une route avec différents endroits où vous arrêtez, des entrepôts pour récupérer des marchandises de différentes couleurs. Ouais. Vous les mettez dans un petit camion. Et c'est des vrais petits camions en bois comme ça là, avec la remorque. C'est juste dingue parce qu'en fait, vous mettez des petits carrés dedans là. Pick and delivery, mais le matos, c'est juste dingue. Des camions, des petites marchandises que vous mettez dans votre camion. Ouais. Et puis comme c'est de la programmation, alors c'est pas de la programmation à Colt Express, c'est pas particulièrement face cachée, etc. Mais par contre, avec la programmation, ça fait que des fois, quelqu'un va venir avant vous récupérer les marchandises dans un entrepôt et vous avez le seum parce que vous avez programmé d'y aller et du coup votre action elle sert à rien. Exactement. Voilà. On programme d'avancer tant, de s'arrêter là, de récupérer ici. Oui, mais du coup, si l'adversaire fait ça aussi et qu'il récupère des trucs, peut-être que je vais en récupérer moins. Enfin, il y a vraiment ce côté où des fois on va se marcher dessus. Alors se rouler dessus. Excellent. Alors que du coup, en fait, on a chacun notre objectif. Mais parfois, ça va pas. Ah, vraiment, mention spéciale pour les petits camions. Hein. Oh là là, les petits camions. Ça donnait vraiment envie. Oh là 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 là.
C'était chez je ne sais plus qui. Je sais plus. C'était distribué par Néoludis. Vraiment mention honorable pour ce jeu-là, parce qu'en fait, souvent, les pick and delivery sont masqués par une autre thématique. On joue un druide qui va chercher des ressources pour les mettre là-bas. C'est un pick and delivery. Et là, c'est un peu la masterclass du pick and delivery. Là, c'est camion qui prend des trucs dans des entrepôts. Camions qui prennent des trucs et ils les déposent. Point. Et je trouve ça vraiment, en fait... Pourquoi masquer génial. en fait la mécanique quand on a une thématique qui colle parfaitement? Après, s'il n'y avait pas eu les camions en bois, bon, la thématique aurait été moins fun quand même. Oui, c'est sûr. Hein, les camions. Mais ils n'ont pas masqué ça avec des baleines qui volent, qui prennent des ressources pour les envoyer dans l'espace. Si j'avais eu des énormes pions en bois de baleines avec des emplacements pour mettre des ressources dessus, j'aurais dit ok. Peut-être. Voilà. Bref. Space Lab chez Studio H. Pour ma part, je finis sur Space Lab. Space Lab qui va plaire à tous les fans de Château Combo, parce qu'il y a vraiment ce côté tableau de cartes, sauf que là, la petite subtilité, c'est que le tableau de cartes, il est composé de 10 cartes. Et en fait, on a des espèces de satellites. On en a 3. Autour de celui au centre, on va pouvoir en mettre 4. Et donc, du coup, autour des autres, forcément, comme il y a un espace qui est partagé, on pourra en mettre que 3. Et du coup, en fonction des emplacements où on met nos cartes, il y a des effets qui vont s'enclencher en fonction des catégories de cartes. Évidemment, des catégories de cartes, il y en a plein. Chaque carte va avoir son petit effet, va avoir ses points, va avoir ses combos. C'est du combo et en fait, on va jouer nos cartes, on va les placer sur les bons satellites, on va enclencher des effets. Enfin, tout ce qu'on est dans un jeu de combo de cartes, mais avec un twist du positionnement et des satellites qui offre des moyens qui vous donnent une espèce de direction que vous n'êtes jamais obligé de faire, mais que si vous suivez en termes de couleurs, vous récupérez des objectifs qui vous font des points. Et là, pareil, l'interaction est assez forte, puisque le premier arrivé va récupérer le pion du dessus, donc qui vaut plus de points que celui du dessous, etc. Donc premier arrivé, premier servi, il faut optimiser le plus vite possible. Juste comme table chez Studio H. Hyper léché, c'est propre, on a envie d'y jouer. Ouais. On nous explique les règles en 5 minutes, on voit déjà tous les combos possibles. Enfin, on sent qu'on va queener parce qu'on n'aura pas ce qu'on veut. C'est ce qu'on aime. Franchement, je suis méga chaud. Là, il me tarde de jouer à Space Lab. Là, on arrive aux jeux qui nous ont marqué vraiment unanimement tous les deux. Oui. Il y a Royal Society of Archaeology chez Atalia. Yes. Énorme jeu expert, vous allez me dire, Alice, un jeu expert? Eh bien oui, parce que déjà, si j'avais pas été ludicaire, j'aurais été archéologue. Ou inversement, j'ai pas pu être archéologue, donc j'ai été ludicaire. Alors moi, une grande passion, c'était mon rêve d'enfant. Et donc là, vous allez gérer une... Il y a un moustique, un moustique. La dernière fois, il y avait une mouche. Je crois que je préfère encore la mouche parce que le moustique, il va me piquer là. Bref. Vous allez gérer votre équipe d'archéologues et vous allez vraiment tout gérer. Ouais. Il y a 12 actions possibles. Un truc comme ça. Ouais. Ah ouais. De toute façon, c'est un jeu de placement d'ouvriers, combo de cartes. Il y a tout. Il faut, quand vous posez votre ouvrier sur un des... Je crois 6 ou 7 emplacements, donc il y a tout, il y a la ville, le musée, je sais même plus. Il n'y a pas ce côté un peu soirée private Et je sais qu'il y a un endroit où on peut vendre des œuvres, soit à des mécènes, donc c'est cool, soit au marché noir, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, parce que ça se passe au fin de 19e, je crois. Ok. D'ailleurs, il y a un énorme travail, je crois que ça fait genre 3 ans qu'il était en production, parce qu'il y a un énorme travail d'illustration. L'illustrateur devait faire des recherches sur, donc il y a des images, des dessins de tous les sites archéologiques de l'époque, et dessiner du point de vue de ce qu'on avait à cette époque-là. C'est ça. Donc du coup, des dessins là dans le sable que nous, avec les satellites, on voit un immense dessin, bah là, c'est vu de photos où on a essayé d'aller le plus haut possible, mais c'est pas très haut, avec juste des petits traits comme ça qui ressemblent à rien. Donc voilà, vraiment, c'est un énorme travail de recherche là-dessus. Vraiment, historiquement accurate, comment on dit? Ma gueule, à chaque fois que j'ai le mot anglais, mais pas le français. C'est accurate, comme on dit. Bref, vous voyez. Véridique, c'est ça que tu cherches? Approprié. Vérifié? Ouais, bon, bref. C'est accurate. Trouvez-moi l'équivalent en français, s'il vous plaît, de accurate. Et donc, du coup, vos petits pions, vous les placez, et en fonction déjà de leur réputation... Non, pas réputation, c'était quoi, là? C'était... Leur expérience? Ouais, expérience. Leur connaissance? Non, parce que c'est autre chose, le savoir. C'est leur expérience. Quand vous le placez, ça vous met plus ou moins haut sur le cadran. Vous vous servez plus ou moins en premier en fonction de votre expérience. Donc après, vous activez le pouvoir du lieu. Il y en a 14 millions. Faire des expéditions, trouver de la thune, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez moins d'expérience, quand vous mettez derrière
un gars qui a plus d'expérience que vous, vous apprenez de vos pairs et donc vous montez votre petite expérience sur le même domaine. On profite un peu de là où les gens sont plus forts. Voilà, donc c'est cool. Vous avez toute une réputation à gérer, il y a plein de choses qui font que vous perdez de la réputation, justement vendre au marché noir. Et par exemple, si vous voulez aller au musée pour avoir de l'aide pour vos expéditions, bah, si vous n'avez pas assez de réputation, ils ne vont pas vous financer. Hein. Donc c'est hyper réaliste en plus, je trouve, moi j'aime beaucoup cette époque aussi. En fait, c'est là où les jeux experts aussi parfois vont avoir ce côté un peu plus tiré vers l'initié, c'est quand il y a une certaine logique dans ce que tu fais. Quand tu vas au marché noir, alors tu te blindes de thunes, mais par contre, tu perds de la réputation parce que ça fait savoir. Et il y a plein de choses comme ça. Si on fait les trucs un peu plus, comment dire, dans les règles, bah, on est moins du coup dans des moments comment dire, d'échec, parce que du coup on perd moins de choses parce qu'on fait les choses dans les règles. Mais bon, faire des fois, ne pas respecter les règles, ça permet aussi de gagner des petits coups de boost sur le moment, ou peut-être après douiller en réputation, mais c'est ça en fait qui tire aussi vers l'initié, c'est quand tout est très cohérent, et ce jeu-là en tout cas avait l'air d'amener cette cohérence et du coup cette efficacité en termes de jeu expert. Je pense qu'il va rejoindre Septima, qui à ce jour est mon exception des jeux experts, parce que le thème est tellement imbriqué dans Septima que tout me paraît logique et coule de source et vraiment est fluide. Et celui-là, ça a l'air d'être pareil. Quand on me l'a expliqué, je dis ok, il y a 14 000 trucs, mais en vrai, une fois que je me pose, je pense que ça coule tout seul parce que tout est cohérent avec le thème. Donc voilà, celui-là vraiment trop contente de l'avoir vu. On a failli ne pas le voir parce que on a posé un lapin à notre commercial. En fait, j'avais dû prendre rendez-vous et j'oubliais. J'ai oublié de le noter. Mais effectivement. Donc, merci de m'avoir attrapé. Alice, tu n'es pas venue à notre rendez-vous. Oh, désolée. Mais du coup, j'ai pu avoir cette explication de Royal Society of Archaeology et je suis trop contente. Merci. Celui-ci aussi. Oui, Alice de l'autre côté du miroir. Ça, c'est chez BlackRock et c'est, je crois, un lumberjack. Mais là... Peut-être. Je suis en train de me mouiller, les gars. Ça se peut que je dise du caca. Peut-être qu'il y aura une astérix par là, disant en fait, pas du tout. Elle dit du caca, c'est machin truc. Mais c'est distribué par BlackRock, c'est sûr. Oui, et c'est assez original. Comme c'est un roll and write. Un roll and write ou un flip? C'est un flip and write, je crois. C'est un flip and write parce qu'on tire des cartes qui nous indiquent une forme à la Tetris. On coche sur sa feuille. Sur le papier, on se dit ok, bon bah je vais cocher. Sauf que faut débloquer des bonus. Il y a un moment où on chope des objets, et il y a un moment surtout on coche des miroirs. Et quand on coche un miroir, on retourne sa feuille et on va jouer dessus. Comme ça, et hop, on joue de l'autre côté. Donc on se dit ok, bah en fait ça veut dire que tout ce que j'ai fait derrière ne sert à rien. Et non, parce qu'en fait à la fin de la partie, on plie sa feuille en deux. Et du coup, en fonction de ce que j'ai coché sur la feuille, on va dire face A, entre le recto et le verso, bah du coup il y a des multiplicateurs de points. Il y a des multiplicateurs de points. En fait, les deux feuilles vont se combiner. Sachant que les miroirs, on peut faire des allers-retours. Hein. Exactement. Il y a des miroirs. Donc en fait, c'est vraiment le fait de jouer sur deux feuilles qui se combinent à la fin. Vraiment, ça a l'air hyper original. Hyper original, ça a l'air. C'est très. Pareil, je suis un peu deg de pas avoir pu jouer, mais comme ça, sur le papier, je te dis, oh, encore un flip and write, oh, encore un thème de Alice au Pays des Merveilles calqué dessus, j'en ai marre. Le fait que ce soit Alice de l'autre côté du miroir, je te dis, ah, pas mal, pas con. En plus, la boîte, la couverture, c'est un miroir. On voit Alice qui est comme ça, et en fait, quand on bouge, c'est vraiment un miroir derrière. C'est plutôt cool. Nous enchaînons avec 1889 de chez Chèvre Édition. Chèvre Édition qui a aussi fait par exemple La Cour de Versailles. Entre autres. Voilà, entre autres. Qui est une réédition de... Roll Through the Ages. Roll Through the Ages, exactement. Voilà. De Matt Leacock. Exactement. Donc du coup, ça se passe en 1889 pendant l'exposition universelle. Et on va, c'est un roll and write, hein, de toute façon. Vous avez l'édition est ouf, les dés sont énormes comme ça, bleus. Très bien. Voilà, ils sont énormes avec les dessins vraiment gravés dedans. Le matos c'est trop bien, bon les feuilles quoi. Et on a notre petite grille de ressources. Exactement, on va gérer des gonzes, des ouvriers qu'on va envoyer sur les différents champs de construction. Donc il y a la tour Eiffel, machin, tout ça, le truc d'époque. Vous avez aussi, vous lancez vos dés en fait et il se passe plein de choses. C'est ça. Vous avez le droit sur les dés, il y a de l'argent qui sert entre autres à payer les gens, c'est-à-dire en fait les dés. Parce qu'en fait, chaque les ouvriers, c'est vos dés. Voilà, c'est ça. Donc en fait, chaque dé va coûter de l'argent. Donc si vous n'avez pas d'argent, ça prend dans vos réserves. Au bout d'un moment, ça vous fait perdre des points si vous ne pouvez pas payer. C'est une révolte. Non, ça c'est après. Ça c'est après, c'est les autres icônes. En fait, on va avoir aussi des cartes qui permettent de gagner des ressources, des faces de dés qui permettent de gagner des ressources. Ce qui est bien fait dans le système de gain de ressources, c'est qu'on gagne toujours les ressources du bas vers le haut. Donc, si je gagne 3 ressources, je fais 1, 2, 3.
Et donc en fait, ça permet d'avancer avec un minimum de contrôle parce qu'on sait où est-ce qu'on va avancer à chaque fois. Les ressources plus hautes sont plus dures à avoir mais rapportent beaucoup plus d'argent. Et l'argent sert, cet argent-là sert pas pour nos gonzes. Non, il sert à acheter des cartes de projet en fait qui nous donnent notamment une fin de partie déjà, parce que ça donne des points, des pouvoirs et peut enclencher une fin de partie. Ouais, par exemple, ça évite il y en a une, elle est pétée, elle évite la fatigue. Exactement, notamment par rapport à la fatigue, c'est qu'en fait il y a des dés que vous pouvez pas relancer, qui ont un éclair, qui vous font gagner 2 ressources, mais quand il y a un éclair dessus, vous risquez en cumulant des éclairs d'avoir des effets négatifs, comme la fatigue, la révolte. Si vous en avez 3, je crois. Ouais, 3. Il y en a un, je sais plus. La grève. Voilà, la grève qui a 4. Donc c'est vraiment des choses. Alors à 3 éclairs, il y en a un qui est bien, il me semble, ou à 2. Mais après, le reste, c'est que négatif pour vous. Ouais, parce que je crois qu'il y en a un, ça fait chier tout le monde. C'est ça, ça embête plus les adversaires. Ça, c'est drôle. Donc déjà, des fois, on a envie de prendre le risque et de relancer pour aller... Et du coup, au début, on commence tous avec 3 dés, sauf qu'on va pouvoir cumuler des dés grâce à de la main d'œuvre, en fait. C'est des contremaîtres. Voilà, les contremaîtres. En fait, grâce aux icônes de bonhommes dessus. Ouais. Les bonhommes, on peut soit les envoyer dans les projets, et donc cocher les petites cases de projet, soit cocher les trucs au-dessus qui, justement, constituent des nouveaux contremaîtres, donc des nouveaux dés. Attention, il faudra les payer aussi. Donc si je veux obtenir mon 4e dé, ça va me coûter 3 bonhommes, puis après le 5e dé, 4 bonhommes, et après un peu plus. Et donc plus j'investis dans ces bonhommes-là, plus j'aurai de dés. Le problème, c'est qu'après, il faut aussi penser à les payer, parce que rappelez-vous, les contremaîtres, ils se payent. Et finir de cocher toutes les cases d'un projet, donne les points de victoire. Exactement. Il y en a un qui est très long, je crois que c'est la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, et elle protège des grèves. Spécialement plus longue que d'autres, mais par contre, effectivement, elle protège des grèves. Ça, c'est bien. C'est plutôt cool. Voilà. Toujours une documentation aussi impeccable par rapport au fait que tel monument demande tant de construction ou tel effet par exemple. Toujours très travaillé niveau thématique chez Chèvre Édition. Donc ouais, très très cool. On a beaucoup aimé. On a pu faire 3 tours. Donc voilà, ça fait partie des rares exceptions. On a pu se poser sur un coin de table et voilà. Donc testé, approuvé, 1889. On a aussi Histoire d'un aller-retour, le Hobbit. Histoire d'un aller-retour. Curiosité. C'est un roll and write. On reste sur du roll and write. Non, c'est un roll. C'est un roll and write, ouais. Dans l'univers du Hobbit, où vous allez revivre tous les chapitres du Hobbit. Du livre, je crois. Ouais, mais je crois que c'est le livre. J'espère que c'est le livre, parce que si c'est le film, par Hobbit, contre, je crie remboursé. C'est vraiment le livre, et en plus, les illustrations, elles sont incroyable, ça fait vraiment des illustrations de contes pour enfants. Ouais, ce qui était le cas à la base. Mais c'est de l'effaçable. Ouais. C'est de l'effaçable. Ouais. Avec les premiers chapitres où en fait on va refaire le chapitre où on accueille les nains. On doit faire à manger pour les nains. Exactement, il faut aller chercher des ressources, il faut se balader un peu et tout. Faut les récupérer d'ailleurs les nains. Ouais. On a le 2e chapitre, je crois que c'était avec les trolls du coup. Oui, sûrement. Donc les trolls où Gandalf va faire de la lumière. Voilà. Enfin, dans le jour se lève en fait, c'est pas spécialement Gandalf. Oui, non, il ouvre les feuilles. Voilà. Et après, on a le passage évidemment avec les énigmes dans l'obscurité là. Mais en gros, à chaque chapitre, vous avez des nouvelles règles en fait. Exactement. À chaque fois, et c'est de plus en plus dur, etc. Et voilà. Voilà, on n'a pas non plus trop vu la mécanique, pareil, on n'y a pas joué, mais juste la direction artistique, le matos qu'il y a, je crois que c'était pas si cher en plus. Non, c'était pas si cher. Vraiment, moi je me souviens que le livre était énorme, le livre effaçable. Bon, ouais. Vraiment très cool. Très très beau. C'est pour 1 à 4, je crois, de mémoire. Ça m'étonnerait pas, parce qu'en plus on se raconte un peu une histoire, donc à 1 ça doit être bien. Je crois que c'est 1 à 4. On a de chez Contrôle Zèbre qui ont fait Quintessence et Crapule. Oui. On a Alchemix qui est très très cool. La DA déjà est trop bien. Oui. C'est un petit jeu de construction de tableau. On se dit tableau de cartes, gna, gna, gna. Non, c'est pas une grille de 3x3, 4x4, etc. Quoi? Non, c'est une grille en forme de pentagramme. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, on va jouer des sorciers qui doivent passer des tests et être jugés par un jury de sorciers. Et en gros, après, ça reste quand même une construction de grille dans le sens où il va falloir agencer au mieux pour plaire à des objectifs, en fait, finalement, qui sont les juges. Oui. Mais aussi les cartes elles-mêmes qu'on récupère ont des petits combos en fonction du type d'ingrédient, de la couleur, de où c'est placé, et en plus son petit sorcier qui est au milieu a aussi des ingrédients favoris. Oui, c'est ça. Voilà. Donc il y a plein de manières de un peu scorer. Ça peut être casse-tête parce que quand on sort les juges, le jury, il y en a qui vont dire moi j'aime bien quand il y a des cartes rouges placées là, et il y en a un autre qui va dire j'aime bien quand il y a des cartes rouges placées là et là, et on se dit tiens, si j'en mets une là, elle fait plaisir à 2 juges. Exactement. Donc on fait un peu on essaie de comboter un petit peu.
Voilà, et après, il y a plein de petits modules. Avec plein En fait, de jurys. Le gros plus du jeu, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, on va avoir un paquet de cartes qui est constitué de chapitres, de grimoires en fait. Ouais. Et chaque grimoire en fait c'est un tas de cartes. Donc vous avez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfin, je sais pas combien il y en a beaucoup. Et en fait vous prenez vos paquets. Donc vous avez un paquet où les cartes vont scorer par rapport aux symboles, d'autres qui vont scorer par rapport aux couleurs, d'autres par paire de symboles, par paire de couleurs, par absence de symboles, par absence de... Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. En fait, c'est plein de modules que vous pouvez mélanger. Et donc, comme on les choisit au pif ou au choix des joueurs, en fait, c'est jamais les mêmes parties parce qu'il y a des cartes qui vont marquer aussi des points en fonction de ce qui a été défaussé. Donc, il faut checker ce que les autres prennent pas. Le système de répartition de cartes est aussi bien fichu puisqu'on prend chacun deux cartes dans un ordre, d'abord ordre du tour, puis ordre inverse. Et ce qui reste, du coup, sera défaussé. Donc, quand je suis premier joueur, j'ai beaucoup plus de choix, mais à la fin, j'en aurai moins. Ouais. Système très simple, mais très efficace. Vraiment, si vous aimez les jeux pareils, un peu à la Château Combo, jeux de tableau de cartes, franchement, Alchimix, ça sort plutôt vers Cannes, avril. Je crois que c'est Cannes. Février, avril, février-mars. On avait dit qu'on donnait pas de date. On donne pas de date. On donne pas de date. Mais par contre, la DA est trop cool. Moi, ça me fait un peu du Adventure Time. Il y a un côté très Adventure Time. Avec plus de détails. Adventure Time, il n'y a aucune ombre, c'est de la plate couleur. Mais ce truc un peu des personnages bizarres. Adventure Time en bien dessiné. C'est ça, exactement. Voilà. Et le dernier. Alors lui, il y a tout qui va. Vraiment. C'est un jeu expert. Ouais, exactement. C'est Dixit Kids. Voilà. Dix Kids. Dix Kids. Partez aux rivières, entre autres. Entre autres. Après, il y a aussi Jean-Louis Roubira dessus. Bah, bien sûr, c'est un Dixit. Et je ne sais plus, vraiment navré, on a dit qu'on était en freestyle. Au pire, de toute façon, on met les trucs là en dessous. On met les trucs en dessous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais devoir faire des recherches et d'accord. Donc j'ai tout revisionné ce passage-là et je vous ai mis en dessous le nom des auteurs et autrices, puisque je sais qu'il y a une autrice, je n'ai plus son nom. Élodie Clément, je crois. Sûrement, Il me semble que c'est Élodie Clément, mais je me trompe peut-être. Donc... Bon, on va arrêter le carnage, on écrira en dessous. On écrira en dessous. Qu'est-ce que c'est que Dixit? J'écrirai en dessous. Oui. Allez. Dixit Kids, l'édition. Vous voyez la maison des souris chez Gigamic, c'est aussi un jeu pour enfants et c'est aussi Partez aux rivières. Et ben on va retrouver un truc comme ça, dans le sens où l'édition, elle est parfaite. L'édition est top. Waouh, c'est un objet et en plus il est trop bien. C'est Dixit pour les enfants, je crois à partir de 6 ans. Ouais, 5 ans même je pense. Hein. Ouais, j'aurais dit 6 ans. Ouais, on prend les paris? Tu mettras là je en pense dessous. 5. Moi je dis 6. On verra l'info là. Je vais arrêter de parler parce que chaque fois il y a des trucs qui se rajoutent. C'est fou. Me contredis pas, c'est la grande règle. Et donc du coup, coopératif, Dixit coopératif, on va avoir des magnifiques cartes aussi illustrées, des nouvelles. Pareil, vous allez pouvoir jouer avec ces cartes-là avec votre Dixit. Vous pouvez jouer Dixit Kids avec vos cartes des autres extensions de Dixit. Tout est mélangeable comme d'hab, le dos, il est bon. Et cette fois, vous allez aider, c'est la factrice. Tout à fait. Je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom. Mais en gros, elle veut inviter ses potes à son goûter d'anniversaire. Tout à fait. Et il faut aller inviter ses potes. Donc on va l'aider à aller dans tous les terriers de lapins pour trouver tout le monde avant la fin de la semaine. On a donc 7 tours qui vont être montrés par un petit nuage qui s'encoche sur le bord et qui tourne. Et nous on a le pion de la postière qui est trop mignon et qui commence et qui se déplace en face de 4 spots. Et donc le joueur actif va être celui qui incarne la postière. Oui. Donc le joueur actif, il va choisir une de ses cartes. Enfin non, d'abord, il regarde le petit panneau de maison qui est devant lui. Il y a toujours 2 illustrations de lapins avec des émotions. Oui, c'est ça, des émotions, des états. Il y en a, voilà, des états. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui pleurent, il y en a qui se font des câlins, voilà. Plutôt quand même des états émotionnels, j'ai l'impression quand même. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, il y en a plein. Et donc du coup, il regarde ses cartes en main aussi et il va annoncer, en mettant son petit pion de lapin, quel panneau il veut faire deviner aux autres. Donc on va dire qu'il se met devant le lapin qui pleure. Par exemple. Voilà. Et donc dans ses cartes, il a une carte qui lui fait penser à un lapin qui pleure. Il la met face cachée, comme d'hab. Et tous les autres vont trouver une carte qui leur font penser à l'autre panneau, celui qu'il n'a pas choisi. On va dire ceux qui se font des câlins. Exactement. Donc eux, ils cherchent une carte dans leurs mains qui fait penser à des câlins. Hop, ils les mettent, on mélange, on révèle. Et là, on regarde, on discute comme d'hab, et après on fait 1, 2, 3, et on pointe la carte qu'on pense être celle de la factrice. Voilà. Si c'est la bonne, si on est tous d'accord pour la bonne, la factrice va pouvoir ouvrir les petits panneaux
Normalement, vous l'avez vu dans le vlog, parce que je l'ai filmé. Eh oui. Normalement, vous l'avez vu. Elle ouvre les petits panneaux, ça fait des portes comme ça, et on va aller piocher les petits lapins qu'on met après autour de la table de pique-nique au milieu. Et après, les panneaux, on les enlève et on les referme. Et en fait, ça montre qu'ils sont fermés, parce qu'il n'y a plus les dessins des petits lapins, et ça fait juste des portes fermées. Si on n'est pas bon, si on n'a pas trouvé, c'est pas grave. On avance le petit marqueur de jour. Et le lapin va tourner, ce sera quelqu'un d'autre qui jouera le lapin et on continuera comme ça jusqu'à ce qu'on ait soit trouvé tous les lapins, soit que la semaine soit passée et qu'on n'ait pas trouvé tous les lapins. Voilà le twist, pourquoi j'ai dit la maison des souris. Parce que quand vous ouvrez la boîte, à l'intérieur, il y a vraiment des lofts de lapins. Genre, chaque petit terrier a un style, a une petite déco. Il y a un loft de lapin genre cozy cottagecore, il y en a un autre, il est plus Ikea et tout. Genre vraiment, tout est décoré, vous avez les murs, le sol, le plafond. C'est hyper immersif. Alors vraiment, on a soulevé, on était genre waouh. Très belle proposition d'un jeu d'interprétation d'images pour enfants à partir de, je pense, 5 ans, 6 ans. Moi, je dis 6. Ouais, c'est très efficace, c'est très bien édité. Il y a ce petit truc waouh des portes qu'on aime bien dans les jeux enfants, parce que des fois les jeux enfants renouvellent pas forcément grand chose, mais tant que c'est bien fait et tant que ça amène de la magie un peu comme ça dans les jeux pour enfants. Genre Maison des souris, Clé magique, Colline au feu follet, Planche des pirates, tout ça c'est des trucs où il y a les effets waouh. Oui, puis Dixit Kids, c'est un peu, en ce moment, tu vois, on est sans arrêt à se dire, bah tiens, il y a telle version, donc il y a la version enfant. Château de Bourgogne, on en parlait, Château de Sable de Bourgogne. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mémoire 44, je suppose qu'il y aura Mémoire 40 Kids. J'en sais rien, tu vois. Des fois, on fait des blagues comme ça en se disant, ah, mais ce serait trop drôle qu'il y aurait une version enfant de Dixit, le truc impossible à faire. Bah si, ils sont là, ils ont réussi. Bah il y a Splendor Kids aussi qui va bientôt sortir. On l'a pas mentionné parce qu'il y en a plein, et il était très cool, mais voilà, il y a Splendor Kids qui va arriver. Il y en a plein, il y a toujours plein de choses. Voilà, on arrive au bout, il y en avait d'autres, mais bon, comme d'hab, je sais même pas combien de milliers d'heures va faire cette vidéo, on verra bien. Mais... 1h30, je pense. 1h30 Bah ouais, à chaque fois. Bon courage pour regarder ça. Hein. Ils vont l'écouter dans la voiture. Ouais, en x2. Moi, généralement, j'écoute les gens en x2. Faut écouter en x2, ouais. Ou en 1,75. Moi, je vous conseille. Vous me dites en commentaire en fois combien vous nous écoutez. Il y a une personne que tu veux pas écouter en x2, c'est Seb du Passe-Temps. Il a un débit. Oui, qui déjà naturellement c'est un 1.50. Mais c'est parfait. Ouais. Il explique les jeux en x2. C'est très bien. Du coup, tu mets en x2, t'es. Peut-être pas x2, mais 1.50. Mais du coup, c'est parfait. Il est bien en minimum 1.50. Et ça, c'est très bien. Ouais. Merci Seb. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais, mais c'est efficace. Mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de gens en x2. Genre même les ludochronos, je les écoute en 1x75. Bref, dites-nous en combien vous nous écoutez. Et vous en faites pas, on sera pas vexés, au contraire. Du coup, comme d'habitude, les remerciements, quand même. Merci à tous nos commerciaux. Tous les gens en fait, les éditeurs, les commerciaux qu'on croise, même ceux qui sont pas nos commerciaux mais qui sont quand même dans les maisons d'édition, Guillaume, Davy, l'autre Guillaume chez les Lucky Duck, Leïla de chez Néoludis. Ah, tu nommes les gens? Ouais, je suis en train de me dire je vais me flinguer toute seule parce que je vais forcément oublier des gens. Léo de chez Chèvre Édition. Thibaut et Logan de chez Gigamic. Ah non, j'ai pas le droit de le dire, ils sont méchants. Non, Logan oui, pas Thibaut. Ah bon, je croyais que c'était l'inverse. Ah non, mais dis l'inverse. Tatiana de chez Ori Games et les petits pitchs. Simon de chez Ori Games aussi. Oh là là, je me suis lancée. Flo de chez BlackRock, bien sûr. Merci beaucoup, Flo. Aide-moi. Sonia de chez Yellow. Et Vianney, tu l'avais déjà dit. Non, je crois pas. Okay. Vianney de chez Yellow, merci pour toutes les présentations des jeux experts. À chaque fois, c'est lui notre attitré. Harry de chez Yellow, coucou. Manon et Caro de chez Pixie, coucou. Je vous aime fort. T'as dit vraiment. Ben de Ludisserie? Oui, mais on lui a dit coucou tout à l'heure. Oui, tout à l'heure pour Cicéron. Benja, coucou. Je me suis lancée, mais dans pas de César et Natalia, du coup, parce que je l'ai pas vu. C'est vrai. Mais j'aurais bien aimé, du coup. C'est vrai. Il y a tellement de gens, je suis en train de... Yann de Bombix, coucou, mais on a déjà parlé de toi. Voilà, nos commerciaux, Novalis et Jordan et Kevin. Donc Jordan et Kevin aussi. De Asmodée, Novalis.
Voilà, et tous les autres intervenants, tous les éditeurs, les auteurs qu'on a croisés, vraiment c'était très très bien. Je suis sûre que j'oublie plein de gens, je suis désolée. Je vous adore tous à chaque fois, j'adore vous voir, on adore vous voir hein, à chaque fois, on aime beaucoup passer du temps avec vous. On vous revoit généralement que 2 fois par an, à Cannes et à Vichy, des fois qu'une seule fois par an, parce qu'il y en a que à Vichy, il y en a que à Cannes. Les gars du passe-temps, bien évidemment, coucou, Tony, Simon, Seb, voilà, tout le monde. Hein. C'était très cool. Et tout le monde. Et puis, Grégoire. Mais bien sûr, Grégoire. Grégoire, t'as dit les gens de PTS. Arnaud, Tom, mais oui, Sandy, Arnaud, Sandy, Thomas. tout le monde. Tout le monde. Je suis en train de me flinguer toute seule. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Vraiment. Faut pas. Désolée si je vous oublie. J'ai pas préparé la liste. Regardez. Allez, on va monter. Oui, tu vas monter. Ouais. Je vais monter. Je vais t'aider. Je vais chercher les incrustes. Il est content. Bon, eh ben, on vous dit à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux. Coucou YouTube. Tu fais trop mal. Désolé. Vas-y, tu peux reprendre. Désolé. Je vais avoir un bleu et ce sera pas la pole dance. Désolé. Je suis désolé, je savais pas que tu ferais. Je coupe. Il m'a démonté, putain. Ah, ça a fait stock.